Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'aurez compris, notre invité est bien déjà en studio et se racle la gorge. Vous saurez dans quelques instants de qui il s'agit. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat. Nous sommes le mardi 31 janvier 2017. Nous vous souhaitons la bienvenue. Après la mise en place des commissions de réflexion sur les réformes, de la commission de lutte contre la corruption, l'augmentation des prix des produits pétroliers, on peut estimer que les bases sont visiblement posées pour 2017. Et ce matin, l'interrogation qui est la nôtre est la suivante. Vu le déroulement du mois de janvier, l'an 2017 annonce-t-il de bonnes choses pour les Togolais? Et pour en parler, nous sommes avec Oroakpo Tchaniao, député à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des finances. Bonjour. Bonjour M. Fanou, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Nana FM. Et ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Vu le déroulement du mois de janvier, l'an 2017 annonce-t-il de bonnes choses pour les Togolais? C'est le thème du jour. Alors, pour commencer à Oroakpo Tchaniao, généralement en début d'année, lorsqu'on reçoit des calendriers, on est plutôt content, hein? On va pouvoir avoir les dates précises de l'année avec éventuellement des anniversaires ou d'autres programmes à marquer. Mais visiblement, à l'ANC, on n'est pas content de recevoir des calendriers. Non, ça dépend de celui qui fait les calendriers et pour qui il fait les calendriers. Parce que chaque institution a une fonction précise. Et au niveau de l'État, les institutions ont leur rôle. Et ce qui, peut-être, vous faites allusion au calendrier. Vous avez reçu un lot de calendrier du H-Kroon. Du H-Kroon que nous avions renvoyé parce que nous constatons que le H-Kroon, d'une manière avec désinvolture, est en train de s'éloigner de ses objectifs. Parce que rappelez-vous, le H-Kroon est l'émanation de la recommandation numéro 57 de la CVJR. Et la CVJR, à travers son rapport, si vous allez à la page 237, le point 3.2, vous verrez l'organe de mise en œuvre des recommandations et des propositions pour la non-répétition des événements. Et la CVJR a précisé les conditions dans lesquelles le H-Kroon devrait être créé et les activités, c'est-à-dire que le rôle que le H-Kroon doit jouer. Donc selon la CVJR, le H-Kroon devrait être créé par une loi prise, en tout cas adoptée à l'Assemblée nationale pour permettre l'adhésion populaire à travers les représentants de la nation tout entière. Et la CVJR avait précisé que il revient au gouvernement de donner tous les moyens nécessaires pour le fonctionnement de la CVJR afin de lui donner une certaine autonomie dans ses actions et une indépendance par rapport aux autres institutions de l'État, surtout de la République. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? C'est que la CVJR a remis son rapport au chef de l'État depuis le 3 avril 2012. Et le chef de l'État a attendu jusqu'au 23 mai 2014 pour créer le H-Kroon par décret pris en Conseil des ministres. Ce qui, dès lors, a réduit catégoriquement la crédibilité de H-Kroon et l'a désorienté par rapport à son indépendance et à son autonomie. Ça décrédibilise également ces calendriers? Oui, ça décrédibilise ces calendriers parce que je suis en train d'arriver. L'objectif, lorsque la CVJR a été créée, il lui a été assigné 7 points. Vous verrez dans le décret numéro 2013/040 du 24 mai 2014, en tout cas le cahier de charges du H-Kroon. Il s'agit de proposer à travers des mesures législatives, de poser des actes qui puissent permettre la réconciliation nationale, parce que c'est ça même son objet, la paix sociale, l'apaisement du climat. Et au niveau même des propositions, au niveau de la CVJR, il fallait commencer par ramener les restes
du premier président que la CVJR a identifié comme le père de l'indépendance du Togo. Mais tout ça là, tous ces chantiers-là, depuis que le Ashkroun a été mis en place, rien de cela n'a été fait. Pire, c'est que le Ashkroun s'est évertué à aller labourer sur un champ qui n'est pas le sien. Nulle part dans les prérogatives de Ashkroun, il n'est question de réfléchir sur les réformes. C'est pour ça que nous avions été surpris et désabusés lorsque le Ashkroun s'est permis d'aller organiser son atelier sur les réflexions sur les réformes. Parce que dans le budget de la présidence, il était réservé 300 millions en 2016 pour les activités de Ashkroun, concernant tous les points dont j'ai fait mention. Mais le Ashkroun ne l'a pas fait. Mais on nous a dit qu'ils ont dépensé plus de 350 millions dans ce fameux atelier. Sur la base de quoi? Et où est-ce qu'ils ont trouvé les ressources? Donc nous avions constaté que depuis que le Ashkroun a été créé, le chef de l'État l'a transformé en un machin, en un instrument de manipulation pour, en tout cas, dribbler le peuple togolais et désorienter le Ashkroun par rapport à ses objectifs. Donc, et nous disons qu'il faut recadrer, le Ashkroun. Et depuis que Madame Anawawa, excusez-moi, il est encore tôt, c'est le matin. Awanana est arrivée, elle a posé des actes controversés. Et bon, c'est vrai, dans la culture islamique, Awa, ça veut dire Ève. Vous vous rappelez, en tout cas l'histoire nous dit que c'est Ève qui est à l'origine du péché originel. Mais nous avions constaté que Madame Awanana aussi est l'élément, en tout cas depuis 1998, est responsable de la descente aux enfers du Togo. Rappelez-vous l'acte qu'elle a posé aux élections présidentielles de 1998. Elle a eu le culot même de dire au cours d'une conférence, au cours de Ashkroun, qu'elle était à la tête d'une scène de théâtre. Vous êtes journaliste, si ce que je dis, si ce n'est pas vrai, dites-moi que c'est faux. Mais elle a dit comment un magistrat de ce niveau peut venir nous dire, après toutes les responsabilités qu'on lui a confiées pour les élections de 1998, nous dire qu'elle était à la tête d'une scène de théâtre. Et nous sommes maintenant en 2017. Mais oui, c'est la succession. C'est pourquoi j'ai dit que cette femme n'est pas loin de la descente aux enfers du Togo. C'est pour ça que nous disons que derrière ce voile qu'elle porte hypocrite se trouve un personnage double. Et nous ne sommes pas d'accord. Rappelez-vous, le 26 avril 2016, en réponse à la copie d'une lettre que le chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, a envoyée au chef de l'État pour décliner toute éventuelle invitation pour la fête, la commémoration du 27 avril, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments sur lesquels l'ANC et le chef de file de l'opposition n'étaient pas d'accord avec le chef de l'État. Je ne voudrais pas refaire l'histoire, vous connaissez les éléments, mais Mme Awanana s'est permise d'écrire au chef de file de l'opposition pour qualifier les raisons qu'il a évoquées comme des revendications partisanes. Ça veut dire qu'elle-même, elle est partisane, alors qu'elle devrait être à la tête d'une institution neutre, capable de rassembler tous les Togolais, créer un climat d'apaisement, faire un travail qui pouvait permettre une certaine catharsis et que les Togolais se sentent mieux ensemble. Mais en décembre dernier, Awanana a affirmé, elle a parlé des limites qu'elle avait dans l'accomplissement de la mission qui était la sienne. Elle a parlé du manque de moyens et a même évoqué une éventuelle démission si le président de la République ne mettait pas à sa disposition les moyens nécessaires pour indemniser les victimes de 2005 et autres. Mais vous dites, et vous le dites si bien, que les moyens sont destinés à indemniser les victimes. Les moyens n'étaient pas destinés à faire des calendriers et à faire du folklore.
Nous ne sommes pas d'accord parce que les victimes sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, Mme Awa Nana a la liste des victimes? Des vrais, je parle. Est-ce qu'elle a fait un travail vers ces victimes-là? Nous l'avions vu à travers la télévision circuler le pays, mais est-ce qu'elle est allée là où il y a eu des problèmes? On parle des victimes parce que au niveau de la première page même du rapport de la CVJR, il y a un dédicace qui est destiné aux victimes des violences et violations des droits de l'homme qui ont émaillé l'histoire mouvementée de la politique togolaise et à tout le peuple togolais qui aspire à la paix et à l'apaisement. Mais depuis que Mme Awa Nana a été nommée à la tête de... Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Plus grave, elle est aussi, comment l'appelle-t-on là, nommée médiatrice de la République. Je vais vous raconter une histoire. Très rapidement, parce qu'il faudrait... Non, c'est très important. Allez-y. C'est très important. À la suite des événements qui sont produits le jour de la proclamation des résultats à la CENI, vous vous rappelez que les représentants du CAP 2015 à la CENI ont été empêchés d'accéder à leur boulot, à leur bureau, depuis le jour de proclamation des résultats. Et monsieur, comment l'appelle-t-on, le représentant de la CDPA à la CENI, qui est, le nom je vais me rappeler tout de suite, monsieur Sibabi Bouchou, il était le directeur de la DGPE, donc fonctionnaire au niveau du ministère de la fonction publique, qui a été détaché à la CENI en tant qu'expert informaticien. Par la suite, il a été coopté par la CDPA comme membre de la CDPA à la CENI. Ce dernier s'est vu refuser ses activités, ni à la fonction publique et en même temps à la CENI. Alors que c'est un consultant international. Il avait des consultations à faire sur le plan international. On l'a même empêché de sortir du pays. À partir de ce moment, elle a saisi Mme Awa Nana en tant que médiateur, qui au départ avait dit qu'elle devrait se saisir de cette affaire pour régler ces contentieux qui existent entre les membres de la CENI représentant le CAP 2015 et la CENI en tant qu'institution et où ils ont tous prêté serment en tant que commissaire de la République. Et donc jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de solution. Au contraire, c'est que Mme Awa Nana a écrit pour dire qu'elle est incompétente. Mais vous voyez que on est en train de nous tromper. Et on ne peut pas accepter cela. C'est pour ça que je dis que c'est un personnage controversé et un personnage double. Alors, il sonne maintenant 7h30 à l'écoute de Nana FM. Et si vous nous rejoignez, nous rappelons que nous sommes dans le débat avec Uruako Chanyao, député à l'Assemblée nationale. Et autour du thème, vu le déroulement du mois de janvier, l'an 2017 annonce-t-il de bonnes choses pour les Togolais? Alors, janvier, le début d'année, c'est généralement les cadeaux avec des calendriers également. On en a parlé. Il y a eu la mise en place de la commission de réflexion sur les réformes. Presque tout le monde connaît la position de l'ANC par rapport à cette commission. La commission de lutte contre la corruption également. Et dernièrement, les prix du carburant à la pompe ont été revus à la hausse. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réaction officielle de la part de l'ANC. Pourquoi? Non, la réaction officielle de l'ANC, en tout cas, ça fait longtemps. Vous vous rappelez, même avant la création de l'ANC, en 2008, lorsque le prix du carburant a augmenté, est passé de 405 francs à 505 francs, à l'époque, l'UFC était le seul parti. Et je me rappelle, à l'époque, M. Jean-Pierre Fabre, qui était le secrétaire général de l'UFC, avait organisé une manifestation. Rappelez-vous qu'il y avait même un syndicat qui est sorti organiser une marche de soutien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ensuite, en 2010, il y a eu double augmentation du prix du carburant, qui est passé de 567 francs en mai, et puis en juin, puisque le prix du carburant, en tout cas sur le plan international, le prix du baril ayant baissé, vous vous rappelez, il y avait eu des manifestations. Comment se fait-il que le prix du baril, qui est passé de 150 $ en 2008 à 102 $ en mai 2010, mais on a augmenté le prix du carburant qui est passé de 505 francs à 567 francs.
Mais nous avions manifesté. Nous avions même interpellé le ministre à l'époque, c'était Kokou Gouzan, à l'Assemblée nationale, qui est venu expliquer, en tout cas, la procédure qui consiste à parler de la vérité des prix qui n'a jamais été respectée. Rappelez-vous, nous avions dit toujours que le gouvernement utilise le prix du carburant à la pompe comme la vache laitière chaque fois qu'il a des problèmes. Rappelez-vous, nous avions dit que chaque fois qu'on revient des élections, après avoir raclé les caisses de l'État, on vient pour renflouer les caisses, on augmente le prix du carburant. Ça s'est passé en 2008 après les élections de 2007. Ça s'est passé en 2010 après les élections de 2010. Ça s'est passé en 2014 après les élections de 2014. Mais vous voulez dire 2015 parce qu'en 2014, il y a eu les législatives, n'est-ce pas? Il y a eu les législatives de 2013. 2013? Oui, les législatives de 2013. En 2014, ils ont augmenté le prix. Pas d'élection. Pas d'élection. 2014, il n'y a pas eu d'élection, mais attention. Je dis, ils ont raclé les caisses en 2013 pour aller faire les achats de conscience. Donc, il fallait renflouer les caisses. C'est pour ça. C'est que c'est suite à la présidentielle de 2015 que les prix sont augmentés. Non seulement, oui. Aujourd'hui, c'est qu'il y a eu le sommet sur la sécurité maritime où ils ont dépensé plus de 13 milliards. Le même montant qu'ils ont utilisé pour faire les élections de 2015. Aujourd'hui, on prépare encore un autre sommet. Israël. On a besoin des sous. Sinon, rien n'explique l'augmentation du prix du carburant aujourd'hui. Parce que je vous rappelle, le 20 juillet 2015, alors que le prix du baril était de 54 francs, n'est-ce pas? On a 54 dollars. On a augmenté le prix du carburant qui est passé de 110 francs à 610 francs à 622 francs. Alors qu'au départ, le prix du baril était de 70 dollars. Donc, rien n'explique aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. Et Madame Leguezim, chaque fois qu'elle vient à l'Assemblée, moi, elle ne m'a jamais convaincu. Parce que même quand vous prenez la règle de 3, n'est-ce pas, mathématiquement, rien n'explique l'augmentation du prix du carburant aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le gouvernement, chaque fois qu'il a des problèmes de liquidité, pour faire organiser ses fêtes et tout ce que, en tout cas, tout ce qu'ils veulent, mais ils utilisent la vache laitière qui est le peuple à travers l'augmentation du prix du carburant. N'aurait-il pas fallu alors une réaction plus énergique? Non, vous savez, quelle réaction vous voulez encore? Quelle réaction vous voulez encore? Ça veut dire que vous êtes résigné? Nous ne sommes pas résignés. Nous ne sommes pas résignés. Vous avez parlé de 2017. Il y a eu plusieurs événements, n'est-ce pas? Et on a comme l'impression que le gouvernement est en train d'acculer le peuple. Et c'est une bonne chose pour nous. Pour nous, c'est une bonne chose. Vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une prise de conscience. En tout cas, un regain de prise de conscience. Aujourd'hui, les jeunes ont commencé par réfléchir par rapport à leur avenir. Parce que chaque fois que nous parlons, les gens nous ont taxés de politiciens. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que même sur le plan social, on est en train de saigner le peuple. Et le peuple finira par réagir. Je dis, pour terminer cette histoire, que l'indépendance c'est dans la tête. Je l'ai dit hier sur une plateforme quelque part. Il faut que les Togolais se libèrent dans leur tête pour prendre des initiatives. Parce que on a comme l'impression que pendant 50 ans du pouvoir du règne d'Enyasimbe, on a formaté les Togolais, on a mis la peur. Et les gens pensent que c'est Maoulaoué, c'est-à-dire que c'est la providence qui va régler l'autre problème. Mais on se rend compte que ce n'est pas... Aujourd'hui, les jeunes sont en train de prendre conscience de la situation et nous espérons que 2017, chacun finira par prendre ses responsabilités. En janvier 2017 également, la délégation du FMI au Togo a été en fin de mission et elle a encore une fois insisté sur la dette publique du pays. Vous, en tant que membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, vous en savez quelque chose? Mais ce n'est pas, nous on n'a pas attendu la délégation du FMI, c'est depuis 2013, décembre 2013. Allez-y prendre toutes les explications de vote de la loi des lois des finances. Depuis décembre 2013, vous verrez que Mme Isabelle Ameganvi a toujours martelé dans son explication que la gouvernance
de ce régime, mais va amener le Togo dans le mur. Parce que les préfinancements, nous les avions dénoncés depuis 2013. Et moi, j'ai eu à dire sur une chaîne que jusqu'en 2018, la manière dont le pays, je l'avais dit, c'était en 2014, jusqu'en 2018, la manière dont ce pays est géré, si on ne change pas, mais c'est que le pays serait en faillite. Mais aujourd'hui, pratiquement, les signes sont là pour prouver que le pays est en faillite. On n'a pas besoin que le FMI vienne nous dire ce qui se passe. Nous-mêmes, nous l'avions toujours martelé. Et nous avions toujours dit, mais rien n'est fait parce que ceux qui sont à la tête de ce régime se comportent comme des vautours. Moi, j'ai eu à poser cette question à l'époque quand M. Kakonou Boupo était encore ministre. Je lui ai demandé à quand le prochain PPTE. Mais un homme honnête et intelligent qu'il est, mais il n'a pas répondu. Parce qu'il sait qu'il n'y aura plus de PPTE. Parce que la structure même de la dette du Togo a changé. Pour qu'on en arrive au PPTE, c'est que les partenaires ou les bailleurs de fonds, c'était le FMI, et le Club de Paris et le Club de Londres qui est constitué des anciens, en tout cas les métropoles. Mais aujourd'hui, notre dette a changé parce qu'aujourd'hui, on est allé s'endetter auprès de la Chine, de l'Inde, des pays arabes qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Donc, qui ne vont jamais nous accorder quelque avantage que ce soit en ce qui concerne l'annulation de la dette. Donc, cette dette, nous allons la payer, nos enfants vont la payer. Et aujourd'hui, c'est elle qui a réduit considérablement la marge de manœuvre du gouvernement. On nous rabat les oreilles partout qu'on est en train de faire, en tout cas, un mandat social. Mais c'est au même moment, on saigne le peuple. Allez-y au CHU. J'ai appris tout récemment qu'il y a une dame qui est morte tout simplement parce qu'on n'a pas pu lui faire la radiographie au CHU. Vous ne voyez pas que c'est extrêmement grave? Au CHU, notre hôpital de référence, on nous dit qu'il n'y a même pas la radiographie. Les femmes accouchent par terre. Moi, j'ai fait le tour là-bas. Je sais ce qui se passe. Allez-y à la salle polyvalente de la réanimation. Vous verrez que moi, je suis allé à la salle de réanimation à Sokodé, j'ai failli vomir. Le lit sur lequel les malades sont couchés constitue même déjà une source de maladie. Il n'y a rien. J'ai consulté tous les budgets depuis 2014 jusqu'à ce jour. Pour ce qui concerne l'hôpital de Sokodé, aucun investissement n'a été fait. Aucun, je vous dis aucun. Depuis 2014, 2015, 2016, 2017, allez-y consulter tous les budgets. Aucun investissement n'a été accordé à l'hôpital central de Sokodé. Et on nous parle de mandat social. Mais il faut que les Togolais prennent conscience. Ça veut dire qu'à votre avis, il n'y a pas lieu d'espérer? Non, avec ce régime, il n'y a pas lieu d'espérer. Il n'y a pas du tout. Nous allons voir ce que les auditeurs en pensent. Vous pouvez maintenant composer le 22 20 52, le 22, pardon, un instant, excusez-moi, le 22 52 47 79, c'est le bon numéro, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vu le déroulement du mois de janvier, l'an 2017 annonce-t-il de bonnes choses pour les Togolais? C'est le thème du jour. Nous avons un premier auditeur en ligne, nous le prenons. Allô? Auditeur en ligne, allô? Le 22 52 47 79, auditeur en ligne, allô? Je crois que nous ne l'entendons pas, on espère qu'il va revenir. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. Sur la page Facebook de Nana FM, Christian Aglamé, lui, il a de l'espoir. Il dit que nous devrions être dans l'espérance. Demain sera meilleur. Vous pensez que cet optimisme peut contribuer à faire avancer les choses? Non, c'est une bonne chose qu'on soit optimiste. Mais il faut quand même qu'on se réfère à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons pour réaliser nos objectifs? Parce que Dieu même a dit, il faut mettre sur les genoux et lui, il va vous aider à mettre sur la tête. C'est où Non, mais c'est connu de tout le monde. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Maglo? Nous vous écoutons maintenant. Monsieur Maglo,
Bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Je pense qu'il a un petit souci avec la liaison. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Une autre tentative. Allô? Allô? Je pense que ce n'est pas bon. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Bernabé Seloufio dit que la vie devient de plus en plus chère malgré le cri de cœur des populations. La faim, l'ignorance, la terreur dominent la vie quotidienne des Togolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que je disais que il faut que tous les Togolais se libèrent. Parce qu'on dit l'indépendance, c'est Barack Obama qui l'a dit. L'indépendance, c'est dans la tête. Quand, vous rappelez-vous, après les événements en Tunisie, il a apporté son soutien au peuple togolais, et il a exprimé à sa reconnaissance à la dignité et au courage du peuple tunisien. Parce qu'à un certain moment, il faut se libérer dans sa tête pour prendre des initiatives. La révolution tunisienne n'a pas été organisée par le chef de file de l'opposition, ni les membres des partis politiques. C'est le peuple qui s'est levé à la suite d'un événement qui s'est produit à Sidi Bouzid, dans un village, dans une bourgade. Ce n'était pas même parce qu'il y a un jeune, à un certain moment, c'est Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé pour exprimer, en tout cas, une situation, mais tout le peuple tunisien s'est levé. Alors, moi je dis au peuple togolais qu'il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Mais chaque individu... les acteurs politiques s'accordent à dire que le peuple n'est visiblement plus dans cette dynamique. Mais il faut qu'il le soit, parce que chaque élément, chaque individu que nous sommes, constituons un maillon de la chaîne. Et que la marge de manœuvre individuelle n'est jamais nulle. Chacun peut faire quelque chose de son côté. Nous allons tenter de prendre un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Kanidek. Vous nous appelez de Souzane Timé. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Kanidek. Bon, premièrement, j'aimerais répondre à la question posée par M. Afano. Parce que la lieu où vont les choses, je pense que le lendemain ne sera pas meilleur. La preuve est que le gouvernement, et sans raison fondamentale, vient d'augmenter le prix du carburant. Mais ma seconde position est que, à entendre parler de M. Koudou, et je crois diront que lui est toujours opposant charismatique et radical. Alors que il faut que tout le monde prenne conscience de ce qu'il a fait dire. C'est ça des réalités. C'est honorable. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que la santé soit pour tous. Vous venez de me dire, vous avez fait un tour de CHU, c'est pas du Soviétique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous vous disons merci, Kanidek, d'avoir participé à ce débat le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour réagir à ce débat. Vu le déroulement de janvier, à votre avis, l'an 2017 réserve-t-il de bonnes choses pour les Togolais? Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons. Merci. Merci, monsieur Lawson. Je pense que chez nous, on a l'habitude de dire que si dimanche va être bon, on voit ça le samedi. Et comment on a commencé l'année avec le souhait de conclure du chef de l'État sur les âges, la mise en place des différentes commissions de la SCOL, dans un sens unique, pas dans un plan consensuel. Est-ce que vous voyez ce que ça va donner? Si ces institutions qui doivent régler les problèmes fondamentaux du Togo a commencé déjà comme ça, comment voulez-vous que ça se termine bien? Sérieusement. Ce pouvoir est en train de se moquer du peuple souverain. Et donc vous pensez que la situation ne va pas s'améliorer? Pas du tout. Parce qu'on voit ça. Comment le chef de l'État, qui sait très bien que la Russie est du consensus national, qui a fait la position, qui va amener la position, ne peut pas l'appliquer depuis plus de 10 ans, et que maintenant mettre des positions dans un sens unique. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Nous vous disons merci, monsieur Lawson depuis Casablanca. Bonne journée à vous également. Un autre auditeur en ligne, allô?
Bonjour madame Essie, comment allez-vous? Bien. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Vous demandez s'il y aura un pour 2017. Donc, ça veut dire que le Dieu est approuvé à voir un peu. Et je vais mettre la cour de Dieu avec des protocoles, des activités, des grandes conférences qui l'approuveront davantage, des derniers sur le front, sur ce peuple pour le mettre à jour couché. Pendant que lui jouit, et puis voilà. Donc, vous n'y croyez pas du tout. Nous vous disons merci Madame Essie d'avoir partagé votre position avec nous. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne avant que Ourapo Tchania ne réagisse. Non, on n'aura pas finalement. Juste après ces réponses, vous aurez encore la possibilité d'appeler pour participer à ce débat. Allez-y donc. D'abord, Kanye Dek dit que c'est la santé, vous l'avez dit, qui préoccupe. Comment faire pour améliorer les choses? D'abord, il faut reconnaître que tout le système de la santé au Togo a échoué. C'est un échec total. Et j'y étais à l'Assemblée nationale lorsque le ministre de la Santé est venu exposer. Et la veille, rappelez-vous, le journal Alternative avait publié, en tout cas, une interview du directeur général de l'hôpital Sylvanus Olympio. C'est un échec total, il n'y a rien à dire là-dessus. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que l'État togolais est en train de céder la gestion de la santé à des organisations avec un coût additionnel qui viendra s'ajouter sur, en tout cas, les dépenses de santé au niveau de la population. Autrement dit, les consultations... Mais tout, en tout cas, mais je vous dis que l'État a échoué. Il faut que chacun puisse se mettre dans la tête que le gouvernement, la gouvernance togolaise, en ce qui concerne la santé, a échoué. Le ministre, l'ancien... Mais c'est tout le pays, tout le système. RPT Unir qui a échoué, après 50 ans, il a atteint ses limites. Il ne peut plus continuer. Il faut que chacun se mette ça dans la tête. Monsieur Lawson, depuis Casablanca, n'a plus d'espoir. Madame Essie non plus. Nous allons voir ce que pense cet autre auditeur. Allô? Bonjour, monsieur Maglo. Comment allez-vous? Alors, vu le déroulement de janvier, pensez-vous que l'an 2017 annonce de bonnes choses pour les Togolais? C'est la question. Plus ou moins. Vous pensez que c'est vraiment le mauvais signe en ce début d'année? Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Merci, monsieur Maglo, pour votre position. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Amouzovi, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Amouzovi. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Monsieur Amouzovi, s'il vous plaît, vous voulez bien baisser un peu le volume de votre radio?
Nicolas Lawson. Au chef de file de l'opposition. Votre radio, le volume de votre radio gêne toujours. On va voir si Ourako Tchanyawa a les éléments pour vous répondre. Nous allons encore prendre un auditeur et il réagira à l'ensemble. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur comme l'envie depuis Noukafou, c'est ça? Allez-y, nous vous écoutons. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci à monsieur Komlanvi, plutôt optimiste. Nous allons revenir sur sa position. Le temps de répondre à monsieur Amouzovi en ce qui concerne la lettre envoyée par Nicolas Lawson à Jean-Pierre Fabre. Merci. J'ai la chance d'être le secrétaire général adjoint de l'ANC. C'est-à-dire que tous les courriers qui arrivent au niveau de l'ANC, en tout cas, nous avons connaissance. Mais moi, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu la lettre de M. Nicolas Lawson. Et M. Nicolas Lawson et tous ceux-là qui sont en train de raconter tout ce qu'ils veulent savent que M. Jean-Pierre Fabre n'est pas au pays. M. Jean-Pierre Fabre est actuellement en tournée en Europe. Donc, c'est dit que c'est des événements sur lesquels je ne voudrais pas m'attarder parce que vous n'avez pas reçu. Nous n'avions pas reçu de courrier. C'est sur les réseaux sociaux que moi aussi j'ai lu une lettre que tout le monde a vue, mais nous n'avions pas reçu de courrier. Jean-Pierre Fabre, brièvement une parenthèse, il est en tournée en Europe. Il est en tournée en Europe. En tout cas, en tant que chef de file de l'opposition, il a des relations. Et il y a beaucoup de choses. En tout cas, il a eu des rendez-vous avec tout le système de l'Union européenne et le système français. Donc, il est en train d'honorer ces rendez-vous-là. Et il est constaté qu'il est visiblement en train d'adopter le même style que celui du président de la République, c'est-à-dire parler peu. Oui, bon, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'action. On n'est plus dans la phase du parler. Vous vous rappelez, avant qu'il ne parte en Europe, il a fait une tournée dans toutes les fédérations qui concernent la région maritime et la région des plateaux. Et nous avions un programme d'une tournée, en tout cas auprès de nos fédérations dans la région centrale, Kara et Savane. Donc ici, comme nous le disons, il faut maintenant inculquer à nos concitoyens que la liberté et l'indépendance, c'est dans la tête. Et que chacun doit pouvoir prendre des initiatives. C'est quand on est libre, quand on est indépendant dans la tête, qu'on prend des risques. Parce qu'on dit, c'est Mitterrand qui l'a dit, qui ne risque rien n'a rien. Alors, monsieur Komlanvi dit que lui, il a de l'espoir. Le président de la République a inauguré des usines de transformation à Kbalimé. Il dit que le bilan du FNFI va dans le bon sens et que les commissions de réflexion sur la réforme et de lutte contre la corruption sont une bonne chose. Donc il est plein d'espoir pour 2017. Non, c'est bon d'avoir de l'espoir. Et monsieur Komlanvi, moi je l'ai souvent écouté, il a toujours de l'espoir. C'est une bonne chose. Mais moi je n'ai pas la même lecture que lui. Quand on parle de FNFI, vous savez, je suis vice-président de la commission des finances. Quand la ministre du développement à la base est arrivée à l'Assemblée nationale, je ne l'ai même pas posé une seule question cette année. Parce que je me dis que c'est la même chose. Moi, j'ai fait tous les calculs. Chaque année, en tout cas, cette dame reçoit comme subvention de l'État au moins 5 milliards. Chaque année. Et que les activités devraient permettre non seulement
de rembourser, mais cela ne se fait pas. Mais l'année dernière, j'ai eu à lui poser la question, qui fait le contrôle et où se trouvent les fonds? Mais elle a eu le culot de me répondre que les fonds se trouvent dans des comptes qu'elle a ouverts dans les banques privées, à l'UTB, à Ecobank et un peu partout. Mais c'est grave, très grave. On ne peut pas se permettre cela parce qu'il y a le Trésor. Le Trésor, c'est la banque de l'État. Et on ne peut pas gérer l'argent de l'État en dehors du Trésor. Sans le contrôle du Trésor, sans le contrôle du ministère de l'Économie et des Finances. Mais ça, c'est une aberration. Mais tout ça là, nous allons, en tout cas, un jour viendra où chacun répondra de ces actes. Donc, pour ce qui concerne le FNFI, vous vous rappelez la dernière tournée que cette dame a eu à faire à Palimé. Elle se plaignait, mais quand elle est revenue, elle a changé de ton. Personne n'est là pour contrôler. Même la Cour des comptes n'a jamais donné, en tout cas, une explication claire de la manière dont les fonds sont gérés. Nous avions, c'est la même chose au ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture est allé obtenir elle allait emprunter de l'argent auprès de Exim Bank Inde. Personne ne connaît le montant. J'ai posé la question au directeur général du Trésor qui dit qu'il n'a aucune information là-dessus. Mais le ministre nous dit qu'il a mis ça dans un compte à l'UTB sans signataire. Mais comment on peut utiliser des fonds sous forme de revolving fund, c'est-à-dire des fonds recyclables, sans la signature? Tout ça là, c'est la gestion de l'État. Et on va me dire que le pays est bien géré. Non, moi je dis non. Donc, dans tous les cas... Nous sommes à la fin de l'émission. En résumé, quel serait votre mot de la fin, vu le déroulement de janvier, tous ces faits que vous venez de mentionner? L'an 2017 annonce-t-il de bonnes choses pour les Togolais? Non, je vais reprendre à mon compte ce que M. Kaindek a dit. On n'a rien à attendre. C'est ce que M. Lawson aussi a... On n'a rien à attendre de ce régime. Au contraire, regardons, on va pas parler de la dette. Mais le pays est endetté jusqu'à un niveau où c'est insoutenable. Tout le monde le reconnaît. Et avec le FMI et le programme qu'on est en train de faire, attendez-vous encore à des mesures d'austérité à tous les niveaux. Vous allez voir, il y aura plus d'investissement. Même au niveau des enseignants. Nous avions fait les calculs. Le ratio masse salariale sur les recettes fiscales est de 30%. Or, la norme au niveau de l'UMOA, c'est 35%. Ça veut dire que le gouvernement a encore une marge de 5% pour augmenter les salaires des Togolais. Mais ils ne le feront pas parce que ce n'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est d'organiser des sommets, prendre de l'argent, dépenser comme ils veulent, organiser des voyages et aller partout dans le monde pour faire la fête. Voilà le système qui nous gouverne. Nous disons merci à Ouro Akpo-Tchaniao. Je rappelle que vous êtes député ANC, vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous qui avez participé en donnant votre opinion sur la page Facebook de Nana FM ou par téléphone. Nestor Glo était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.